La présentatrice radio Erika Bain et son compagnon, le docteur David Kermani, sont en train de promener leur chien. Ils se promènent dans le parc et jouent à la balle avec leur compagnon à fourrure. Alors que le chien poursuit avec enthousiasme la balle à travers un tunnel, Erika et David se laissent emporter par la conversation. Ce n'est que lorsqu'ils se rendent compte que le chien a disparu depuis un moment qu'ils s'inquiètent. Ils appellent frénétiquement et fouillent les environs. Des aboiements lointains leur donnent une lueur d'espoir et ils aperçoivent leur fidèle compagnon. Soudain, un homme sort de l'ombre, accompagné de 2 autres personnes. L'un d'eux enregistre la scène. David insiste pour qu'il rende le chien, mais l'un des hommes commence à se moquer d'Erika et à lui faire des avances déplacées. Lorsque David tente de les repousser pendant la tentative de vol, les agresseurs réagissent avec une violence brutale. Ils le battent sans pitié, tout en jetant Erika à terre sans ménagement, allant même jusqu'à la frapper contre le béton. Transportée à l'hôpital dans un état critique, Erika est à la limite de la survie. Elle tombe dans le coma. Les inspecteurs Mercé et Vital arrivent à l'hôpital et se rendent à la morgue pour enquêter sur le suicide apparent d'une femme. Ils montent ensuite à l'étage, dans l'espoir de parler à la fille traumatisée de la femme. Mercé l'accompagne dans un bureau, mais leur conversation est brusquement interrompue par son beau-père, Monsieur Moreau, qui fait irruption pour demander à voir sa fille. Mercé refuse fermement et lui conseille de consulter un avocat, car il soupçonne l'homme d'être impliqué dans la mort de sa femme, avec sa fille comme témoin potentiel. Après quelques semaines, Erika sort du coma et montre progressivement des signes d'amélioration. Pendant sa convalescence, elle reçoit la visite de la mère de David, qui lui apprend avec tristesse que l'enterrement de ce dernier a eu lieu quelques semaines plus tôt. Accablée de chagrin, Erika éclate en sanglots, désireuse de le revoir. Peu après, elle reçoit la visite des enquêteurs de la police qui travaillent sur son dossier. Cependant, le récit des détails traumatisants de l'agression s'avère trop pénible pour qu'ils puissent l'aider. Finalement, Erika sort de l'hôpital et trouve le courage de quitter son appartement. Elle descend nerveusement les escaliers et passe la porte, défiant le monde extérieur. Erika se rend au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations sur son dossier. L'agent l'informe que la procédure risque d'être difficile et lui demande d'attendre que quelqu'un l'assiste. Après plusieurs minutes, Erika s'assoit et entend l'agent répéter les mêmes instructions à d'autres personnes. De plus en plus frustrée, elle décide de partir, déterminée à prendre en charge sa propre sécurité. Se rendant dans une armurerie locale, Erika est impatiente d'acheter une arme à feu, mais découvre qu'elle n'a pas le permis nécessaire et qu'elle devra attendre 30 jours. À l'intérieur du magasin, un homme remarque son désespoir et lui propose de lui vendre une arme pour 1000 $. Il la conduit à travers un marché et dans une ruelle, où il lui présente une voiture K9, en lui donnant quelques indications de base et en incluant une réserve de balles. Erika accepte l'offre. Plus tard dans la soirée, elle se rend à l'épicerie du coin pour acheter de quoi grignoter. Soudain, un homme fait irruption dans le magasin, reprochant à l'employé de ne pas s'occuper de ses enfants. Tragiquement, il tire sur le vendeur et le tue. Erika se cache astucieusement dans les allées, mais son téléphone sonne inopinément, attirant l'attention de l'agresseur armé. Ce dernier se met à la recherche du témoin, l'arme au poing. Alors qu'il passe devant Erika, celle-ci tire 3 coups de feu, dont l'un l'atteint au cou et le fait se vider de son sang. Nerveuse, Erika se dirige vers le comptoir et récupère la cassette de la caméra de sécurité avant de quitter rapidement les lieux. Elle rentre chez elle et prend une douche pour évacuer la tension. Peu après, les inspecteurs Mercé et Vital arrivent sur les lieux et commencent leur enquête pour reconstituer ce qui s'est passé. Ils vérifient les lieux et ne constatent la disparition d'aucune boîte ni d'argent. Ils remarquent qu'un seul des 3 tirs a atteint la cible visée, ce qui les amène à penser qu'ils ont affaire à un agresseur inexpérimenté. Le lendemain, il reprend le travail, mais son patron craint que ce ne soit trop tôt. Pour Erika, en revanche, c'est un moyen de retrouver un but et un sens à sa vie. Le patron d'Erika finit par céder et lui permet de revenir à l'antenne. Alors qu'elle commence à réciter son texte, une vague inattendue de sombres souvenirs la paralyse momentanément. Erika prend alors la décision courageuse de parler avec son cœur. Elle parle franchement de la façon dont New York, la ville qu'elle a connue, s'est transformée en un endroit qu'elle craint, un concept qu'elle a du mal à comprendre à la suite de son expérience traumatisante. Son discours passionné attire l'attention de l'inspecteur Mercé, qui conduit à ce moment-là, et de tous ceux qui l'entourent dans le studio. Plus tard dans la soirée, Erika se rend sur la tombe de David et y reste jusque tard dans la nuit. Sur le chemin du retour en train, elle enregistre des sons d'ambiance. Soudain, 2 voyous harcèlent un homme absorbé par sa musique et lui prennent de force son iPod.
Un homme plus âgé tente d'intervenir, mais les voyous s'en prennent également à lui, et finissent par pousser les deux hommes hors du train. S'apercevant qu'Erika est toujours assise, il s'approche d'elle et la nargue. L'un des hommes brandit un couteau, mais Erika sort froidement son arme et tire, atteignant les deux hommes en plein visage. Cette fois, les 4 coups font mouche. Erika sort ensuite calmement du train, impressionnée par le calme inattendu qu'elle ressent après cette épreuve. Mercé et Vitali arrivent sur les lieux et découvrent l'iPod. Ils constatent qu'il a peut-être été volé et qu'il ne manque pas d'argent. Pendant ce temps, l'inspecteur Mercé observe les similitudes entre les deux attaques et reconnaît que l'agresseur devient de plus en plus habile. Peu après, la nouvelle circule qu'un justicier patrouille dans les rues. Mercé remet l'iPod à Vital, l'invitant à vérifier les antécédents du propriétaire, dans l'espoir de retrouver l'identité du justicier. Au travail, le patron d'Erika fait l'éloge de son récent monologue passionné qui a attiré un nombre considérable d'auditeurs, l'encourageant à continuer. En descendant les escaliers, Erika rencontre l'inspecteur Mercé qui l'attend à l'extérieur. Elle envisage de partir par une autre sortie, mais Mercé entre et l'appelle. Il lui raconte qu'il lui a rendu visite à l'hôpital le lendemain de l'agression et que lui et son ex-femme sont de fervents admirateurs de son émission, se réjouissant de son retour. Il enquête sur l'affaire et lui assure qu'il fera tout son possible pour arrêter les auteurs de l'agression. Un autre soir, alors qu'Erika rentre chez elle, elle est interpellée par un homme dans une voiture garée. En s'approchant, elle découvre à l'arrière une jeune fille inconsciente prénommée Chloé. L'homme pense qu'elle s'amuse, mais Erika sort rapidement une arme, exigeant qu'il remette tout l'argent à Chloé. Alors qu'ils sortent de la voiture, l'homme tente désespérément de les écraser, ce qui incite Erika à tirer un coup de feu fatal qui lui fait perdre le contrôle et s'écraser. Dans le chaos qui s'ensuit, la voiture heurte Chloé, provoquant un accident tragique. Erika contacte rapidement la police et aide discrètement à soigner Chloé, qui est ensuite emmenée pour recevoir des soins médicaux. De retour chez elle, Erika rencontre son voisin, qui remarque le sang sur sa joue. Le voisin conseille à Erika, de manière énigmatique, de conserver son sens du bien et du mal. Mercé tient une conférence de presse, en présence d'Erika, au cours de laquelle il annonce que le témoin est désormais conscient et qu'il sera bientôt interrogé. Le lendemain matin, au travail, le patron d'Erika l'informe de la décision d'ouvrir le programme aux appels, malgré les réserves d'Erika sur le format. À contre-cœur, Erika commence à répondre aux appels, mais découvre qu'un nombre important d'appelants expriment leur admiration pour le justicier, certains se faisant même passer pour le mystérieux personnage. Accablée, Erika quitte brusquement les lieux. Tourmentée par la culpabilité, elle envisage de se rendre à la police, mais décide finalement de ne pas le faire. Au lieu de cela, Erika se tourne vers Mercé, à la recherche d'une conversation. Leur rencontre prend une tournure inattendue lorsqu'elle se retrouve devant l'immeuble de Monsieur Muro. Erika reconnaît le soutien de Mercé avant de se séparer. Erika entre dans l'ascenseur avec Moreau, qui ne fait pas attention à elle et sort rapidement pour rejoindre sa voiture. Erika le suit et le confronte directement. Elle lui demande s'il a déjà pensé à la vie qu'il a prise, à la femme qu'il a tuée. En réponse, Moreau attaque Erika avec un pied de biche, la blessant. Mais la femme réagit et parvient à le maîtriser et à le faire tomber du toit. De retour chez elle, Erika est découverte par son voisin inquiet, qui l'aide à rentrer. Saignante et affaiblie, Erika confie à son voisin l'acte qu'elle a commis. Le voisin, tout en reconnaissant la gravité de la situation, s'abstient d'enquêter plus avant et aide à soigner les blessures d'Erika. L'inspecteur Mercé, qui se méfie d'Erika, l'invite à l'hôpital, où il s'apprête à interroger Chloé. Erika entre nerveusement dans la pièce et Chloé reconnaît sa présence. Mercé l'interroge sur les événements de cette nuit-là, mais Chloé affirme n'avoir vu personne. Alors qu'il s'éloigne, l'incertitude plane. Mercé est intrigué par l'appel téléphonique d'Erika la nuit précédente et lui demande des détails sur ses allées et venues. Erika répond simplement qu'elle est allée se coucher. Les détectives font venir le propriétaire de l'iPod, mais il ne se souvient de rien d'inhabituel, seulement d'un homme âgé et d'une femme dans le train. Il tente d'obtenir un portrait robot, mais le dessin obtenu ressemble étrangement à celui d'une célébrité. Dans son appartement, Erika est surprise par la visite de Mercé. Il lui présente la bague retrouvée, expliquant qu'elle a été trouvée avec la petite amie d'un suspect qui tentait de la mettre en gage. Il demande à Erika d'identifier le suspect lors d'une séance d'identification, ce qu'elle hésite d'abord, mais finit par accepter. Arrivée au commissariat, Erika identifie l'homme qui l'a agressée. Elle nie cependant l'avoir reconnu et s'éloigne rapidement.
Mercé la rejoint à l'ascenseur et tous deux décident de manger quelque chose. Mercé lui donne des informations sur Moreau et l'agression qu'il a subie, ainsi que des détails sur le nouveau suspect, une femme. Mercé fait subtilement allusion au fait qu'Erika elle-même est désormais suspecte et déclare que, si nécessaire, elle cherchera à découvrir la vérité malgré leur proximité croissante. Dans un moment émouvant, les deux se retrouvent avant qu'Erika ne choisisse de partir. Avec une nouvelle détermination à se venger, Erika entreprend d'enquêter sur les prêteurs sur gages locaux, essayant de localiser la femme qui a tenté de mettre sa bague en gage. Pendant ce temps, Mercé passe à l'action et contacte un ami pour retracer l'activité téléphonique d'Erika la nuit de la mort de Moreau. À sa grande surprise, il découvre que la femme se trouvait en fait dans l'immeuble de Moreau. Erika parvient à localiser le prêteur sur gage et, grâce à un pot de vin, obtient l'adresse de la femme. Elle la retrouve et l'appelle pour essayer de l'identifier. Erika suit la femme jusqu'à son appartement, exigeant de savoir où se trouve son petit ami. Mais la femme, craignant pour sa sécurité, admet avoir été témoin de l'agression d'Erika et ne veut pas donner d'informations. Découragée, Erika s'en va, mais reçoit bientôt un message de la femme exprimant des remords et fournissant l'adresse nécessaire. Le message contient une vidéo de l'agression d'Erika, qui fond en larmes. Dans un moment de désespoir, Erika envoie un message d'adieu à Mercé avec la vidéo. Mercé, à la réception du message, s'enfuit immédiatement, bien décidé à l'empêcher de réaliser son projet. Erika atteint le bâtiment et parvient à y accéder, apercevant les hommes dans une ruelle, accompagnée de son fidèle chien. Erika s'arme et s'approche d'une porte, attirant l'attention de l'homme qui tient le chien. Elle l'abat, provoquant la fuite des autres. Alors qu'elle recherche le dernier suspect, elle tombe dans une embuscade tendue par l'homme qui a tué David. Il tente de l'étrangler, mais Mercé intervient et lui ordonne d'esquiver. Erika, toujours pleine de rage, veut en finir, mais Mercé la convainc de baisser son arme. Il lui tend alors son arme, l'incitant à faire ce qui doit être fait. Erika tire sur l'homme, mettant fin à la menace. Consciente des conséquences, Erika se rend, mais Mercé refuse de la livrer. Il lui ordonne de lui tirer dans le bras pour se mettre à couvert. Elle s'exécute et ils se disent au revoir avant qu'elle ne parte. Mercé plante l'arme dans la main d'un des voyous, puis libère le chien d'Erika. Il appelle des renforts et est emmené dans une ambulance. Erika retourne à l'endroit où elle a perdu David et son fidèle chien la rejoint. Ensemble, ils vont de l'avant.